géographie et les listes rouges, etc., etc. Donc, à peu près, oui, les trois quarts de ma carrière, je les ai faites au muséum. Euh, je vais vous parler des atlas, mais je ne vais pas parler de 30 pays d'Europe, je vais parler d'une Attends, dizaine. Jacques, on t'entend pas vraiment. On t'entend pas vraiment là. Il faut que tu sois plus proche de ton micro, hein. Je vais parler d'environ une douzaine de, de pays un peu plus en détail. Voici mon plan prévu pour cette présentation. D'abord, un historique des atlas en Europe. Ensuite, un état des lieux par pays, donc en présentant une douzaine de pays. Après, nous aborderons l'évolution des répartitions qui est possible à partir du moment où on a plusieurs atlas successifs. Après, l'émergence d'atlas de nouvelles générations qui viendra plus ou moins Jacques, il faut que ta voix exposer. soit il faut que ta voix soit face au micro, sinon on t'entend pas quand tu regardes ton écran. Ouais. Tourne ton, je sais pas, tourne ton micro qui a ton Oui, ordinateur voilà. qui a le micro parce que sinon on t'entend pas. Ben là, j'ai tourné là, un peu l'ordinateur vers moi. J'espère que c'est Ça, mieux. c'est mieux. Ouais. Donc, après, nous passerons nous aborderons l'European Bird Census Council et et les deux atlas européens parus à ce jour. Là, on t'entend pas du tout là. On t'entend plus du tout. Jacques, on t'entend pas. Ah. Je Vas-y, réactive, je tu avais réactive coupé le ton son. Je micro. ne comprends pas du tout pourquoi le micro s'était déconnecté. Je viens de te le remettre, vas-y. Bon. Donc là, oui. Normalement, c'est bon pour le micro, je suis désolé. Donc, l'historique des oiseaux nicheurs, des atlas oiseaux nicheurs en Europe. Au commencement, ça a commencé par un projet d'atlas régional, en fait, non pas national. Dans la région des West Midlands, en Angleterre. Dès 1950, il y a eu un projet pilote, un projet pilote, qui n'a pas vraiment abouti tout de suite. Il a mis 20 ans pour aboutir. Et entre-temps, donc, il y a un atlas partiel d'une trentaine d'espèces d'oiseaux qui est paru en 1960 et il couvre l'année 1952 avec une sélection d'espèces dont la biographie est intéressante à étudier, comme le râle de Genève, le grillage écorcheur, des espèces de tariers et le rouge-clave front blanc. Euh, En 1970, donc, est paru cet atlas sur le West Midlands, qui couvre cette fois toutes les espèces d'oiseaux, qui est donc un véritable atlas complet pour la vie faune, mais bon, un atlas régional. Il a fallu attendre 1976 pour avoir les premiers atlas nationaux, dans trois pays, hein, les îles britanniques, la France et puis le Danemark. Tout ceci a créé une formidable dynamique et qui a vu après, peut-être aussi bien pour les atlas régionaux que pour d'autres atlas dans d'autres pays. Donc, par exemple, pour Yetman, il y avait déjà des informations intéressantes. En plus de la distribution, il y avait des estimations quantitatives enfin, par grande fourchette, hein, 100 à 1000, 1000, etc. Je vais vous présenter donc la couverture de l'Atlas des îles britanniques. Ben là, j'arrive plus à passer à l'écran suivant, là. Si tu cliques sur Ben oui, mais là, j'ai plus accès les touches ne fonctionnent plus pour passer aux ton écrans. clic gauche, ouais, Ah, si. c'est bon.
Donc, l'Atlas de Charente en 1976 avec des tarier-pâtres en couverture. Donc, je présente, bon, pas très, très bonne définition, mais une carte de la Bécasse des Bois. Donc, c'est un atlas typique avec une monographie et puis des indices de certitude de la nidification. Euh, Après, je vais dire un mot très bref sur les atlas historiques. Bon, parce que l'historique des atlas me fait penser un peu aux atlas historiques. Parle bien dans ton micro. Pour la Suisse, nous avons donc un atlas avec l'échelle des mailles 10 km, qui sera la même échelle que pour les atlas parus pour les années standards. Et donc, sur la couverture, c'est la huppe Fassier qui montre une répartition historique dans les années 50 beaucoup plus importante que ce qu'elle est actuellement, parce qu'actuellement, donc, on a environ 200 couples seulement dans toute la Suisse. Et elle a, par exemple, presque complètement disparu du plateau suisse, alors qu'elle était bien présente dans les années 50. Pour faire cet atlas, les Suisses ont interrogé des ornithologues anciens qui étaient toujours vivants et qui ont bien voulu donner leur analyse. Mais ils ont aussi pris en compte des carnets de terrain d'ornithologues. Et donc maintenant, cet atlas des années 50 est partie prenante de la vision globale de la vie faune de Suisse. Alors dans les îles britanniques, on a quelque chose d'un peu différent parce que ce n'est pas sur la forme des mailles 10-10, c'est plus sur des limites administratives. Et c'est sur une période encore plus ancienne, puis c'est 1875 à 1900, avec une difficulté quand même, c'est qu'au cours des âges, les limites des comtés ont peut-être évolué un peu, ce n'était pas toujours évident à retracer. Donc là, une carte historique du Ral de Genève sur la couverture, et puis là, l'exemple du Tarier-Pâtre. Dans mon exposé, là, je vais essentiellement parler des atlas d'oiseaux nicheurs. Donc, je vais laisser complètement de côté tous les autres types d'atlas, que ce soit en hiver, migration, etc. Je ne vais plus parler des atlas historiques. Je ne vais pas non plus parler des atlas régionaux ou locaux, urbains, qui sont pourtant intéressants, mais je ne vais pas parler non plus des atlas qui couvrent l'avifaune partielle, comme par exemple les rapaces, l'enquête rapace de 2000, ou les oiseaux marins. Alors, pour faire cette analyse, je me suis basé sur le site de l'EBCC, essentiellement sur la carte qui est disponible dans la page de l'onglet Notre réseau, Our Network. Alors, juste une petite précaution, il faut savoir peut y avoir quelques erreurs ou quelques oublis sur ce site Internet qui ne reflètent finalement que ce que les gens veulent bien renseigner. S'il y a des pays qui oublient de leur fournir l'information, voilà. Par exemple, l'Islande est considérée comme un pays où il ne se fait pas d'atlas, et pourtant il y a quand même des initiatives, à savoir un atlas partiel du sud-ouest de l'Islande, enfin un atlas qui ne couvre pas l'ensemble du pays, mais puis il y a aussi un institut qui s'occupe spécifiquement de cartographier la faune, la faune dans son ensemble. Et puis il faut prendre en compte aussi la demande de l'Europe, de l'EBCC, pour l'Atlas européen. Donc, la Lettonie, on verra qu'elle a participé activement à l'Atlas européen dans des périodes qui n'étaient pas celles de son Atlas propre national. Donc, on va s'attarder un petit peu sur cette page de l'état des lieux par pays. Alors, pour faire cette carte, j'ai simplement pris la carte de l'EBCC sur laquelle j'ai renseigné des chiffres. Et au départ, donc les couleurs, c'est le BCC. Alors, le blanc, vous avez ici un pays, c'est l'Albanie. Il n'y a pas d'atlas selon le BCC, il n'y a pas non plus de suivi monitoring. En jaune, on a des pays comme l'Islande dont j'ai parlé, où il y a des suivis, mais il n'y a pas d'atlas, selon eux, pas d'atlas national. Voilà. Donc en jaune, vous voyez également la Biélorussie et la Croatie et la Serbie. Toutes les autres couleurs correspondent à des pays pour lesquels il y a un travail atlas en cours ou déjà achevé avec une publication. Voilà, donc le nombre qui figure là, c'est le nombre d'atlas publiés à ce jour. Et entre parenthèses, j'ai mis s'il y avait un atlas en préparation en cours. Donc la France, on a 3 plus 1. Voilà, c'est assez simple à dire.
Alors, si on commence par les pays pour lesquels on a le moins d'atlas publiés, ce n'est pas un classement, il y a des pays qui sont très bien sans avoir le maximum d'atlas publiés. L'Italie, par exemple, ils ont deux atlas, mais ils ont un nombre incroyable d'atlas régionaux, plus de 100 en tout, plus de 100 atlas, hein. Voilà. Euh, Si on part du numéro un entre parenthèses, on a la Grèce et la Russie, par exemple, et aussi sur fond noir, voilà, la Bosnie-Herzégovine. Pas m'étendre là-dessus, mais maintenant on a des pays pour lesquels il y a un atlas publié seulement. Et là encore, c'est pas, il peut y avoir d'autres formes de travaux que je vais évoquer, par exemple pour la Suède. Les pays où il y a la Belgique, le Luxembourg, la Suède, la Norvège, la Turquie, la Bulgarie, la Moldavie et l'Ukraine. Il y a aussi des pays où il y a un plus un en préparation, donc on verra, voilà, c'est la Pologne, et puis en dessous, la Slovaquie, et puis au-dessus, la Lituanie. Il y a plusieurs pays qui ont deux atlas publiés à ce jour. Donc l'Italie, par exemple, je viens de dire, qui est le champion des atlas régionaux notamment. L'Allemagne, alors il faut prendre en compte évidemment la géopolitique, hein. L'Allemagne, depuis 50 ans, voilà, bon, au départ, il y avait deux Allemagnes. Donc si on prend en compte aussi les atlas d'Allemagne de l'Est et d'Allemagne de l'Ouest, il y en a trois de plus, hein. Il y a un atlas publié spécifiquement pour l'Allemagne de l'Est et deux atlas pour l'Allemagne de l'Ouest. Et là, j'ai pris en compte que pour l'Allemagne dans son ensemble, donc ça fait deux. On a aussi l'Autriche, la Slovénie, la Roumanie, plus un en préparation, et l'Estonie. Il y a beaucoup de pays qui ont trois atlas à ce jour, donc France, Grande-Bretagne, Irlande, Suisse, Danemark, Finlande, et on va l'étudier d'un peu plus près tout à l'heure. Les Pays-Bas, l'Espagne et le Portugal. Alors, la Lettonie, je l'ai marqué avec deux plus. J'aurais pu tout de suite mettre à trois, en fait, parce que la Lettonie, comme j'ai dit, elle a participé à l'effort à la demande européenne de l'EBCC, de l'Atlas européen, à chaque fois très bien, sans toutefois publier les résultats de cette demande. Donc, elle a publié à côté de ça deux atlas nicheurs nationaux en 80-84 et 2000-2004. Le travail spécifique aux atlas européens a finalement fait l'objet d'une synthèse en 2021. Donc là, on peut dire qu'il y en a trois voire quatre. Euh, et voilà, le maximum, si vous voyez là, c'est la République tchèque avec quatre atlas. Alors, il faut se méfier un petit peu de ce qu'il y a sur le site de l'UBCC parce qu'il y a une erreur pour les Pays-Bas. Ils mettent qu'il y a quatre atlas nicheurs, alors qu'en fait, il n'y a que trois atlas spécifiques nicheurs. Voilà, si on prend chronologiquement, il y a un premier atlas nicheur qui couvre les années 77, 79. L'atlas suivant, c'est un atlas saisonnier. Qu'est-ce que c'est qu'un atlas saisonnier? Toute l'année. Je vous présenterai un petit peu en détail tout à l'heure, mais c'est entre parenthèses en tant qu'atlas nicheur parce que ça correspond pas, il n'y a pas de recherche d'indice ni d'identification. Le véritable deuxième atlas nicheur, il est paru en 2002 et il couvre les années 98 à 2000. Et puis le dernier, dont je vais parler un peu plus, c'est 2013 à 2015 et ça a été publié en 2018. Voilà, donc qu'est-ce que c'est qu'un atlas year-round ou saisonnier, comme celui des Pays-Bas en 1987 pour le Loriot, un atlas mois par mois, donc qui ne met pas vraiment en évidence là où le Loriot niche, mais là où il est observé finalement dans chacun des mois, mais ça retrace un petit peu les sites où il va s'installer pour nicher finalement. À côté de ça, on a aussi par exemple le Grand Cormoran qui est illustré dans. Et là, ils ont fait figurer les colonies pour qu'on voit bien un petit peu les déplacements des oiseaux. Ici, j'ai donc un tableau qui vous donne un petit peu euh, une adaptation de l'effort de prospection. C'est un petit peu ce que doivent faire les pays en fonction des forces vives d'ornithologues disponibles et en fonction du nombre de carrés qu'ils auront à prospecter. Donc, on voit qu'il y a de grands écarts entre la Suisse et les îles britanniques en haut et l'Espagne de l'autre côté, par exemple, et qu'il va falloir adapter un petit peu l'effort qu'on demande aux ornithologues. Il faudra en tenir compte. Donc, ce que j'ai mis dans la
Deuxième colonne, c'est le nombre de volontaires suivi de la période de l'Atlas pour lesquels ils étaient destinés à travailler. Et après, j'ai indiqué par un système d'étoiles si c'était un Atlas de troisième génération ou deuxième, etc. Donc allez, après, je n'ai pas toujours des carrés 10 km. Alors j'ai essayé d'estimer à peu près combien ça ferait, voilà, en termes, si c'était des carrés 10-10, pour l'Allemagne, par exemple, c'est des carrés qui sont, bon, pas tout à fait 11-11, mais donc, voilà, ça fait à peu près un ornithologue par carré 10-10. Alors qu'aux Pays-Bas, on est à un chiffre très proche de la Suisse, on a 4,8 par carré 10-10. Tout ça, ça va être à prendre en compte dans le travail demandé. La plupart des pays essaient d'avoir une cohérence dans les travaux qu'ils demandent à les ornithologues. La Suisse donc, travaille un peu comme une horloge avec un atlas tous les 20 ans. Mais à côté de ça, ils font un travail comme nous pour le stock suivi des breeding birds, voilà, du Swiss Bird Index. Euh, et puis il y a des suivis d'espèces rares, etc., etc. Ce tableau explique assez bien comment ils travaillent. Alors, j'ai pas vraiment, je me suis pas penché récemment sur l'Atlas de Belgique, mais il est déjà assez ancien. Bon, il est cité dans plusieurs publications d'Aloda, hein, parce que dans plusieurs articles d'Aloda, parce que notamment Jean Rocher a travaillé dessus pour sa méthode simple pour estimer les tailles de population. Voilà, bon. Qu'est-ce qu'on peut dire? C'est quand même du semi-quantitatif, hein, puisque ça a été justement étudié par Jean Rocher, et c'était une approche qui est assez intéressante. Pour l'Atlas de la région wallonne, les estimations obtenues ont été largement discutées par les ornithologues belges et autres. Voilà, mais ça fait réagir beaucoup de gens. Mais là, je vous présente simplement les cartes que l'on peut regarder sur Internet, parce que maintenant, les cartes sont disponibles sur Internet pour des espèces comme le trinquetarié, arié des prés, pardon, et rouge-cœur front blanc. La Norvège, alors c'est également un pays qui a publié un seul atlas à ce jour. C'est un atlas assez ancien. En couverture, le simple plongeur avec son répartition. Souvent, comme exemple, je vais présenter le rouge-cœur front blanc parce que c'est une espèce qui m'intéresse actuellement. Donc, là, on a donc une espèce qui est présente à peu près dans la moitié des carrés. La population estimée de 300 000 à 400 000 couples, ce n'est pas nécessairement obtenu par l'Atlas, hein. Elle est dans la monographie de l'Atlas, mais je ne sais pas exactement comment il l'a obtenu. Sachant que c'est essentiellement un atlas de distribution avec les indices possibles, probables et certains, etc., par carré 10-10. La présentation est très proche de l'atlas Yetman, Berthelot et Jarry, publié également à peu près la même année pour notre pays. Et voilà, c'est voilà à peu près ce qu'on peut dire pour la Norvège. La Suède, alors je vais m'étendre un peu plus longtemps, non pas tellement sur l'Atlas. L'Atlas qui présente en couverture le Grabupé avec sa répartition essentiellement méridionale pour la Suède. Euh, mais j'ai voulu faire un petit écart pour parler d'un autre projet qui n'est pas exactement un atlas, qui s'appelle Fåglarna i Sverige, Antal for Fåglar. C'est pour les oiseaux de Suède, distribution et effectif, qui cherche à compiler toutes les études et recensements publiés ou non et donner des estimations par comté ou par province historique de la Suède, mais aussi par habitat, et qui présente des cartes de densité relative qui n'ont pas la prétention d'être précises comme celle de l'Atlas qui présente des cartes de 5 par 5 km. Et là, c'est dans les carrés 25 km par 25 km qui sont l'équivalent des programmes de tendance d'oiseaux. Donc, si vous voulez, l'équivalent du stock, mais là, c'est des parcours effectués par les ornithologues sur des carrés de 2 km de côté, donc ils reviennent à leur point de départ, ça fait un parcours de 8 km. Et c'est donc cette carte que l'on voit ici, avec le nombre de contacts moyens par an sur chacun des carrés par 25 km de côté. Dans cet ouvrage qui compile toutes les données des ornithologues de Suède, publiées ou pas, on arrive à trouver, par exemple, pour le rouge-cœur blanc,
que ces densités sont maximales en pinède. C'est ça qu'on voit à gauche, page com, c'est la pinède. Mais ce n'est pas simplement la pinède, c'est la pinède détaillée par comté de Suède. Donc on apprend que c'est dans les pinèdes du nord de la Suède qu'il a les densités les plus importantes, comme dans le nord-Bretagne avec 9 à 18 couples par kilomètre carré, etc., etc. Et le deuxième type de forêt est aussi assez favorable, des forêts d'épicéas et de mixtes. Donc là, ils arrivent à estimer par comté le nombre de couples et une population totale également, mais c'est intéressant d'aller au-delà de la population totale de 900 000 couples, de savoir comment ils sont répartis à travers la Suède. Cette démarche m'a semblé intéressante et j'ai été en contact avec un des auteurs qui m'a bien fourni, qui a voulu me fournir ces données qui ne sont pas à la bibliothèque autant que je sache du muséum. Enfin, il m'a fourni plusieurs extraits de cet ouvrage remarquable et il paraît qu'il va y avoir une deuxième édition de cet ouvrage, enfin un deuxième ouvrage qui va sortir. Pour la Pologne, on a donc cette remarquable photo de Greb Jougri en couverture de l'ouvrage qui, qui est paru assez tardivement parce qu'il couvre essentiellement la période 1985 à 1993. Mais pour certaines espèces, il a fait l'objet d'une étude complémentaire qui dépasse un peu l'an 2000. Et en fait, il n'a été publié qu'en 2007 finalement. Donc c'est un ornithologue que certains d'entre vous connaissent sûrement de nom au moins, Ludwig Tomialok, qui a rédigé la monographie du rouge-cœur front blanc dans cet ouvrage. Donc on apprend qu'en Pologne, il a des densités très très inégales, distribution inégale. Il habite essentiellement les forêts clairsemées, les lisières, les espaces verts. Et en forêt, moi je sais qu'en forêt de Białowieża, par exemple, il n'est vraiment pas commun du tout. Voilà, il y a des exemples de densité. Et c'est pas, ils ne connaissent pas à travers cet ouvrage la taille de population. Donc l'Atlas présente le nombre de carrés occupés, c'est à peu près la moitié, 48%, à peu près presque à la moitié, avec ces couleurs bleues plus ou moins foncées pour indiquer les indices possibles, probables ou certains. Et les bleus clairs tout petits, c'est les indices possibles. Qu'est-ce qu'il faut dire pour la Pologne? C'est également donc un pays avec un seul atlas à ce jour, mais il y a un atlas en préparation qui devrait être très intéressant et qui a été réalisé avec la plateforme Ornitho. Euh, et cet ouvrage présente également pour les personnes qui ne connaissent pas le polonais, donc des résumés en anglais avec des cartes réduites également. Voilà. Maintenant, nous allons aborder l'évolution des répartitions qui a commencé, en fait, on peut dire, dès le début des années 90, dans certains cas. Hein. Mais là, je vais m'intéresser un peu plus particulièrement aux pays qui, à un moment donné, ont atteint 3 atlas et qui ont pu les comparer. Euh, donc, par exemple, la Finlande, la Grande-Bretagne, etc. Mais il y a aussi, on pourrait dire qu'il y en a aussi, il y a aussi la France d'ailleurs. Hein. La Suisse, les Pays-Bas, le Danemark et les pays de la péninsule ibérique, on verra ça plus tard. Donc là, je présente un peu les pionniers de ce côté-là, c'est-à-dire la Finlande et les îles britanniques. En Finlande, ils ont eu 3 atlas successifs dès l'année 2011. Et en Grande-Bretagne, ça a été dès l'année 2013. Donc, en Grande-Bretagne, bon, c'est un des résultats qu'ils ont pu obtenir en utilisant un déplacement moyen, de latitude moyenne d'environ 35 km vers le nord, chez les oiseaux nicheurs britanniques, entre 68, 72 et 2007, 2011. Alors, il faut savoir, comme là, je parle de certains pays qui ont bien travaillé sur ces évolutions de répartition, mais en même temps, ils ont travaillé sur qu'on peut appeler les atlas de nouvelle génération, en se préoccupant aussi des effectifs, etc., des densités par maille. Donc, dès 2011, en tout cas dès 2012, il y avait un document accessible sur Internet que je vous présente ici. Ce n'est pas extrêmement lisible pour la carte de milieu, mais on va d'abord s'intéresser à la carte de droite. C'est simplement la carte de répartition de rouge-cœur front blanc
dans la période considérée, c'est-à-dire 2000, 2000, enfin, on ne voit plus là où, mais c'est enfin, ça des années 2000, 2000 hein. Euh, 2006-2010, je crois, de mémoire. Et donc, oui, c'est ça, 2006-2010, avec les indices possibles en jaune, probables en vert et certains en bleu. Euh, Là, ils ont pris le parti de cumuler les deux atlas précédents et faire une matrice de changement, bon, pas extrêmement lisible, la matrice de changement, mais euh, le fait de cumuler deux atlas précédents, ça peut se comprendre aussi parce que dans certains cas, on a des sous-prospections dans le premier atlas. Je ne sais pas si c'est vraiment le cas chez eux. En tout cas, maintenant, il y a d'autres modes de visualisation qui existent. Que voici. Donc là, vous pouvez voir les trois atlas successifs pour le rouge clair front blanc toujours, avec les trois indices, et également en grisé plus ou moins foncé, la pression d'observation qui permet de relativiser une absence s'il y a une pression d'observation très forte. Donc, plus c'est grisé, plus moins il y a d'observation en fait. Voilà. Excellent, Erin O'Malley, on doit vouloir dire excellent. Voilà. AI, je ne sais pas comment ça se prononce, ça c'est pas d'observation. Bon, lors de ces atlas, ils n'ont pas estimé de densité. Malgré tout, ils donnent une fourchette pour l'Oshka front blanc de 500 000 à 800 000 couples en 2006-2010. Et ils indiquent que les effectifs sont stables dans le sud, mais en augmentation dans le nord. Ils présentent maintenant sur leur site internet une carte avec une matrice de changement plus lisible, à mon avis. C'est plus intéressant que ce qu'il y avait au départ. Mais sinon, c'est la même chose. Alors, pour les îles britanniques, donc, on pourrait parler toujours de l'évolution des répartitions, mais on parlera aussi de l'émergence d'atlas de nouvelle génération. Sachant que, par exemple, dans l'atlas intermédiaire, il y a déjà tout ce qu'il faut en termes d'estimation de densité, etc. D'ailleurs, c'est une carte de densité qu'on voit sur la couverture. Et actuellement, on peut consulter toutes les cartes historiques, enfin, les cartes anciennes ou pas, sur le site internet, et essayer d'aller au-delà des beyond de maths, aller au-delà des cartes et essayer de les expliquer, voilà. Et en tirer des conclusions en termes de conservation, etc. C'est facilement. Bon, voilà l'exemple de carte qu'on peut voir pour le rouge color front blanc dans le dernier atlas britannique. Ou également des cartes de densité relative, d'abondance relative. Euh, c'est souvent dans le deuxième atlas et non pas dans le troisième qu'ils ont obtenu des populations nationales d'effectifs. Par exemple, pour le troglodyte, c'est lors du deuxième atlas, l'estimation a été retenue, mais elle est actualisée par l'équivalent du stock, hein. Tandis que pour l'Oshka front blanc, ils ont une nouvelle étude, enfin une nouvelle méthode par distance sampling en 2008, qui est après actualisée par des tendances BBS, etc. Mais globalement, l'estimation de Rouge à front blanc ne provient pas vraiment de cet atlas. Et il y a des matrices de changement assez complexes, les trois atlas, vous connaissez sans doute, voilà. Bon, je n'ai pas détaillé, mais bon, c'est assez parlant, hein, quand même un recul de l'espèce dans les comtés de l'Ouest, etc. Rouge à front blanc toujours. Alors, toujours dans les atlas qui font beaucoup de choses sur l'estimation de densité, si on se place maintenant du côté de l'ornithologue allemand, c'est la question quel travail on va lui demander, sachant qu'on était un petit peu dans une situation intermédiaire en termes d'efforts, adaptation d'efforts de prospection. On a donc un nombre de carrés assez important quand même. Les espèces d'oiseaux ont été classées en trois catégories. Et pour les espèces communes, les ornithologues vont chercher uniquement dans le cadre de l'atlas les indices de nidification. Ils vont laisser tomber tout le reste, l'abondance, on ne va pas vraiment les recenser. Les abondances étant après modélisées à partir de l'équivalent du stock. Monitoring High Figure Brootvogel. Pour les espèces semi-fréquentes, ils ont trouvé un compromis
Ils estiment les populations à partir de routes qui sont parcourues dans l'ensemble des habitats et après estimées par classe. Donc le rouge-gorge qui figure en couverture est par exemple une des espèces communes de l'Atlas pour lesquelles ils n'ont pas à fournir d'espèces, pas à fournir de travail quantitatif. Par contre, le rouge-queue à front blanc est une espèce qui est semi-fréquente seulement. Et donc, nous allons voir les cartes des deux espèces de rouge-queue et ce que ça donne pour l'Allemagne. Donc là, c'est une carte des densités relatives qui est modélisée à partir voilà, du Breeding Bird Survey. En Allemagne, les meilleures densités du rouge que noir. Donc on est passé au rouge que noir, par exemple, c'est pas le rouge que à fond blanc. C'est dans les villages et pas dans les montagnes. Là, il y a une autre type de carte ici, c'est la carte modélisée par classe d'abondance à partir de l'équivalent du stock. Et là, ils ont quand même tenu compte de certaines données obtenues dans le cadre de la classe. Donc c'est la carte combinée avec un certain nombre de données à la classe. Et il rappelle également en bas à droite là, la carte de distribution au cours de la classe précédente. Donc le rouge clair front blanc, c'est une espèce pour laquelle ils ont estimé des densités. Ils ont fait un travail quantitatif dans le cadre de la classe. Et donc il y a cette carte d'abondance qui est proposée. Voilà, ils annoncent une population totale entre 67 000 et 115 000 couples. Alors pour la Suisse, donc nous avons vu que nous sommes dans avec près de 500 carrés, mais quand même 3000 observateurs, donc il y a pas mal de possibilités pour travailler. Et donc là, ils vont pousser assez loin la demande. Euh, donc il y a un travail qui est effectué par carré kilométrique d'1 kilomètre sur 1 kilomètre. Plusieurs carrés, dans tous les carrés 10-10, sont recensés de manière représentative des habitats et des altitudes. Voilà. Les résultats, ils ont 210 espèces nicheuses et ils proposent des cartes de probabilité de présence et d'évolution de la distribution. Et pour certaines espèces, des cartes de densité et d'évolution de la densité. Donc, ils ont mis en évidence donc des changements en termes d'altitude avec une distribution, une élévation de 24 mètres en moyenne entre les deux atlas, 93 et 2013-2016, avec 2 tiers des espèces qui ont enregistré une hausse de leur répartition altitudinale moyenne. Donc, c'est un exemple des cartes d'évolution de la distribution pour le monticole de Roche. Là, pour le rouge-queue noir, alors le rouge-queue noir, c'est l'espèce qui habite, qui est vraiment répandue absolument partout en Suisse, avec des effectifs totaux de 300 000 à 400 000 couples. Elle est présente partout, il n'y a pas un seul carré qui n'est pas là, avec des densités importantes dans les villes et villages et dans certains massifs aussi, mais quand même probablement plus dans les villes et villages. Pour le rouge-queue à front blanc, il propose une carte d'évolution de la densité. Alors, c'est une espèce qui est présente encore presque partout, mais la carte met en évidence un recul extrême sur le plateau et la partie en rose sur la carte, alors qu'elle est plutôt en augmentation dans les parties vertes. Et on peut voir aussi la distribution en altitude et l'évolution de cette distribution. Population nationale estimée à 12 000, 18 000 couples. Alors, pour les Pays-Bas, on a vu sur le tableau que j'ai présenté qu'on est dans un cas intermédiaire, mais il y a quand même encore beaucoup d'ornithologues par carré, surtout si on convertit en équivalent 10-10. On est, on est à 4 ou 5 ornithologues par carré 10-10. Voilà. Donc, un ornithologue par carré 5-5, c'est quand même beaucoup. Euh,
Voilà les objectifs qu'ils avaient en préparant leur atlas. C'est un atlas qui couvre également la période hivernale, donc là, 324 espèces en tout, mais bon, pour les nicheurs, il y a peut-être que 200 espèces à peu près. Pour la méthode, ils ont ce qu'ils appellent la grille d'or, Wooden Grid, qui consiste à travailler spécifiquement sur 8 carrés d'1 kilomètre de côté, dans les carrés de 5-5. Euh, donc voilà, là, le protocole détaille ce qu'il faut faire dans la maille 5-5 et puis plus spécifiquement dans les carrés d'1 kilomètre de côté, avec une estimation pour l'ensemble du carré 5-5 par classe que vous voyez en bas à droite. 1, 3, 4, 10, 11, 25, etc. Donc, c'est vraiment un système qui permet d'aller au hasard sur des secteurs qu'on n'aurait pas choisi forcément pour observer les oiseaux. Mais voilà. Bon, je suis désolé si je suis obligé d'aller un peu vite parce que je vois que le temps tourne. Pour les Pays-Bas, leurs résultats mettent en évidence que l'espèce la plus commune, plus abondante, c'est le merle noir. Ceci est à mettre en relation avec une couverture de forêt assez faible et c'est un oiseau aussi présent dans les parcs, etc. Par contre, si on regarde au niveau des autres pays d'Europe, et d'ailleurs comme dans l'Europe dans son ensemble, c'est le pinson des arbres qui est le plus abondant. Dans presque tous les pays, c'est le cas aussi. Alors les exceptions, c'est le troglodyte dans les îles britanniques, le Puyophytis en Suède, le moineau domestique en Espagne, etc. Il n'y en a pas beaucoup d'exceptions. Voici un exemple de ce que propose pour une espèce les Pays-Bas, avec la distribution de l'espèce, les changements d'abondance, l'abondance, les changements d'abondance, etc., et des carrés par. Bon, c'est assez complet comme vision qu'on peut avoir avec une estimation nationale entre 19 000 et 23 000 couples. Alors, pour le Danemark, il y a des cartes de densité également. Bon, on va aller assez vite, mais ils présentent l'évolution sur les trois atlas du nombre de carrés occupés, 1000, 1300, 1300, 1900. Donc, on a des cartes de densité relative, nombre de couples au kilomètre carré. Euh, Là, c'est les indices possibles, certains et probables. Et là, c'est les cartes de comparaison. Le premier atlas et là, entre l'atlas numéro 2 et puis l'atlas actuel. Alors, les pays de la péninsule ibérique, donc on a l'Espagne qui a publié uniquement sur Internet son dernier atlas. Donc on a vu que l'Espagne, c'était assez difficile parce qu'il y avait peu d'observateurs par rapport au nombre de carrés 10-10. Donc finalement, les 5600 carrés n'ont pas pu être tous visités, euh, mais quand même, près de la moitié du territoire a été couvert de façon assez complète. Là, on voit les carrés de couverture complète, couverture insuffisante et sans information. Donc, il y a deux approches différentes qu'on t'est demandé, une approche quantitative, ou si on ne peut pas, une approche simplement semi-quantitative, avec moins de travail finalement. Et les résultats, donc, c'est qu'ils ont cartographié aussi bien pour les îles Canaries que pour les Baléares, que pour la Corse, que pour l'Espagne en tant que telle, 302 espèces nicheuses. Donc, voici le rouge clair fondant, un exemple. Également les sites où il ne fait que passer, mais là, c'est les carrés verts foncés qu'il faut regarder. Donc. Et une estimation de population totale pour le pays. Et cette carte de probabilité de présence tient compte aussi des carrés qui n'ont pas pu être recensés. Le rouge que noir, donc, bon, je l'ai mis, ça m'intéressait parce que dans ce pays, apparemment, il présente des densités supérieures en zone rocheuse naturelle, ce qui contraste avec la Suisse et l'Allemagne. Et donc, ça me met en évidence que ça m'intéresserait de savoir pour la France ce qu'il en est. Le Portugal, donc toujours le Oscar fondant, donc là, au Portugal, il a 211 espèces ont été recensées, plus 16 espèces
exotiques pour l'ensemble du continent. Et puis si on tient compte des Açores et de Madère, vous avez le total en dessous. Voici les indices probables. Certains est possible pour le rouge-cœur front blanc. Il n'est pas présent partout. La monographie d'espèces nous indique qu'il est surtout abondant dans les forêts de chêne-liège, etc. Il y a des indications de présence de récentes sur les secteurs où il est le plus abondant. Et il y a aussi cette carte de comparaison entre les trois situations d'Atlas. Alors, si on veut s'intéresser aux espèces, on voit que le rouge-cœur front blanc, il est une espèce qui augmente. Il est à il est à plus 53% dans le tableau. C'est d'autres espèces qui augmentent comme la vieille musicienne, etc. À l'inverse, il y a le rôlier, le milan royal et l'agrobatrou qui sont des espèces qui diminuent beaucoup au Portugal. En Italie, c'est donc un atlas très récent qui est sorti il n'y a pas très longtemps, en 2022. Euh, Donc, ils ont 269 espèces nicheuses avec les raisons de l'accroissement sont indiquées là. Alors, je me demandais s'il y avait peut-être aussi comme raison le split de la fauvette pasquinette en deux espèces maintenant, puisqu'il y a trois espèces de fauvette pasquinette a donné trois espèces, dont deux niches en Italie. Et là, vous avez probablement la forme la plus orientale, je crois. Voilà ce que ça donne pour le rouge-cœur front blanc. Il y a une petite monographie qui donne, enfin, voilà, qui donne des indications. Et il y a des cartes, trois types de cartes plus une carte plus un diagramme de distribution attitudinale. On voit une carte très intéressante. Bon, elle rappelle de la carte précédente, mais il y a une carte d'adéquation de l'habitat à l'intérieur de l'aire de répartition de l'espèce, selon le modèle qu'ils ont réalisé. Les atlas de nouvelle génération, donc je ne vais pas beaucoup en parler, mais on en parle déjà dans Gibbons 2007, puisque évidemment les Anglais sont assez en pointe là-dessus. Il y en a qui parlent de New Generation, d'autres qui parlent de Next Generation. Bon, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Sachant que pour moi, les atlas, à partir du moment où on fait de la quantification et on obtient des densités relatives, etc., c'est vraiment pas important. Les atlas européens, donc maintenant on a deux atlas. Là, il y a les objectifs de l'EBCC qui sont rappelés. Euh, donc on a ici tout à fait la thématique du changement et des comparaisons entre deux états de référence. On a une carte semi-quantitative plus une carte modélisée avec la probabilité d'occurrence pour chaque espèce. Là, par exemple, le râle des genêts. Donc, il y a les trois cartes, l'évolution de la répartition avec le recul très important du râle des genêts et la carte de probabilité d'occurrence, qui est à peu près nulle dans notre pays. Pour le rouge-cœur front blanc, voilà ce que ça donne par classe d'abondance, par probabilité de présence et voilà, par l'évolution de sa répartition. Il n'y a pas de façon très évidente une montée vers le nord. On voyait un peu plus de bleu là-haut et un peu plus de rouge en bas. Donc, c'est pas évident. Il y a aussi des changements qui ne sont pas forcément dirigés vers le nord. Ces travaux européens ont permis beaucoup d'études. Par exemple, ces deux-là, qui ont beaucoup fait parler d'elles. Voici le début des premières pages de ces articles. Et donc, quelques exemples de Howard, c'est le premier article, Local Colonization, qui explique que finalement, le changement climatique n'est pas forcément la première cause. Il y a aussi voilà, les changements de classe d'occupation des terres à cause de l'activité humaine, etc., etc. Il y a beaucoup de personnes qui ont déjà réalisé des bilans des atlas à travers le monde. Il faut souligner les travaux importants publiés par la revue Bird Study. Euh, donc, comme je n'ai pas beaucoup de temps, je vais surtout parler du tout dernier, Potoski, qui est sorti il n'y a pas longtemps, qui dresse un portrait de 600 atlas à peu près,
C'est une étude récente, donc après l'émergence des sciences citoyennes, il tient compte des atlas nationaux dont j'ai parlé, mais aussi des atlas régionaux et des atlas urbains jusqu'en 2021. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a l'Italie qui apparaît comme un champion avec 104 atlas, rien que pour l'Italie, 93 atlas pour les USA, 81 au Royaume-Uni, etc. Et la France est quand même bien en bonne place avec près de 50 atlas. Globalement, il y a 93 pays qui ont contribué avec au moins 380 000 participants et 700 000 si on tient compte de toutes les sciences citoyennes. 70% des atlas sont exclusivement dédiés aux oiseaux nicheurs. Ils ont mis au point un effort index fondé sur le nombre d'observateurs, le nombre de données ainsi que le nombre d'heures sur le terrain. Et selon cet effort index, la France, avec l'Atlas des oiseaux de France métropolitaine 2009-2012, se classe dans le top 10, il faut souligner. Alors, comme on pouvait s'y attendre, le research impact augmente considérablement à partir du moment où on est dans un atlas de seconde génération ou voire de troisième génération. Et tout ceci contribue aux actions de conservation. Voilà, je tiens à remercier les bibliothécaires du muséum qui m'ont permis de dresser ce rapide état des lieux, et aussi Ulf Ottosson en Suède qui m'a transmis les documents sur le sur Sverige Fåglar, Antal och Förekomst, et qui, par ailleurs, tout en mettant à jour cet ouvrage, Ulf Ottosson, il est en train de travailler aussi sur l'atlas des oiseaux d'Afrique, avec d'autres collaborateurs, bien sûr. C'est très important parce que tous nos oiseaux migrateurs vont partir maintenant et beaucoup vont en Afrique aussi, de suivre aux différentes saisons ce qui se passe en Afrique. Sachant qu'il existe déjà des atlas d'oiseaux dans un pays d'Afrique, mais pas globalement. Et donc, je termine sur cette diapo du projet en cours actuellement aux oiseaux de France, qui concerne la France métropolitaine, mais aussi l'outre-mer, comme on peut le voir sur son logo. Voilà, avec la carte actuelle de rouge à fond blanc. Voilà, je pense avoir terminé. J'ai été un peu vite sur certains aspects, plus vite que ce que j'aurais voulu, mais voilà.